Donald Trump fait à nouveau parler de lui pour de mauvaises raisons, car de nouvelles images de l'affaire d'agression sexuelle dont il a été victime sont devenues virales. L'apparition de ces images a provoqué une onde de choc sur les plateformes de médias sociaux, relançant les discussions sur l'histoire controversée de l'ancien président. De plus, ses récentes défaites dans ses batailles juridiques avec Jean Carroll, qu'il a qualifié d'agresseur sexuel, n'ont fait que mettre en lumière son mauvais comportement. Dans cette vidéo, nous examinerons les détails de cette séquence virale et son impact potentiel sur les batailles juridiques en cours. Donald Trump et la connexion d'Epstein. Si je disais ce que je sais sur les deux candidats, ils devraient annuler l'élection. C'est ce que Jeffrey m'a dit en 2016. Ce sont les mots de Mark Epstein, le frère cadet du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé. Mark parlait des candidats à l'élection présidentielle américaine de l'époque, Donald Trump et Hillary Clinton. Mark a fait cette déclaration à un journaliste du New York Post. Il a ensuite précisé qu'il n'avait pas d'autres informations sur ceux que son défunt frère avait rencontrés. Quoi qu'il en soit, Jeffrey n'a rien dit, mais de nouveaux éléments pourraient apparaître avec la levée des scellés sur des documents judiciaires précédemment mis sous scellés. La révélation de ces documents pourrait déclencher toute une série de scandales concernant plusieurs célébrités de la liste A et de la haute société. Mais il y a une personne qui semble être dans tous les esprits, c'est Donald Trump. Ce que ces documents diront à son sujet sera suivi de près par tous, car, comme chacun le sait, Trump était très proche de Jeffrey Epstein. Ces documents récemment dévoilés proviennent du procès en diffamation intenté en 2015 par Virginia Roberts Giuffre à l'encontre de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour trafic de femmes et de jeunes filles pour le compte d'Epstein. Giuffre, l'une des nombreuses femmes qui auraient été abusées par Epstein, a porté plainte et, en 2017, certains documents ont été mis sous scellés pour des raisons de confidentialité. En décembre 2023, la juge Loretta Preska a décidé que la plupart des documents étaient déjà publics. Au total, 967 pages de documents ont été rendues publiques en l'espace d'une semaine. Ces documents permettent de mieux comprendre la dynamique troublante qui entoure les actions d'Epstein et le rôle que Donald Trump pourrait y jouer. Le nom de l'ancien président apparaît 4 fois dans une déposition de Giuffre rendue publique le 9 janvier 2004. Giuffre a déclaré qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'ancien président se trouvait dans la résidence d'Epstein, mais qu'elle ne l'avait jamais rencontré personnellement. Elle a ajouté qu'elle ne pensait pas que Trump était impliqué dans quelque activité que ce soit. Le nom de Trump est également mentionné plus loin dans la déposition comme l'une des connaissances bien connues d'Epstein. Cependant, le témoignage de Giuffre se concentre principalement sur le rôle présumé de Maxwell qu'il aurait recruté dans le réseau de trafiquants d'Epstein. Elle décrit avoir été approchée par Maxwell en 2000, alors qu'elle travaillait comme préposée au spa de Mar-a-Lago, qui est mentionné plus d'une douzaine de fois dans les dépositions concernant l'interaction d'Epstein et de Maxwell avec Giuffre. Madame Giuffre a toujours affirmé que ses contacts avec M. Trump se limitaient à son rôle d'employeur au centre de villégiature. Parmi les documents d'Epstein qui ont été dévoilés, une chaîne de courriels sort du lot. Il s'agit d'une série d'affirmations non vérifiées adressées par une victime présumée à une journaliste en 2016. Sarah Ransom, qui accuse des hommes de haute stature, raconte les prétendues rencontres sexuelles de son ami avec Bill Clinton, le prince Andrew et Richard Branson. Des vidéos, qui seraient détenues par l'ami, ont été revendiquées mais jamais fournies. Les accusations les plus explosives concernent toutefois Trump. Décrite comme l'une des nombreuses filles que Trump aurait rencontrées, Ransom a fait état des rencontres répétées de son ami au manoir d'Epstein, en donnant des détails troublants sur le comportement supposé de Trump. Cependant, il est essentiel de noter que ces affirmations ont ensuite été retirées par Ransom elle-même, ce qui jette un doute important sur leur validité. Les courriels de Ransom sont toutefois accueillis avec scepticisme par les avocats d'Alan Dershowitz, qui y ont relevé des incohérences. Ils soulignent l'abondance d'affirmations farfelues, citant le contact présumé de Ransom avec les Russes et une rencontre supposée avec des agents spéciaux des forces armées envoyés directement par Hillary Clinton. Cela jette un doute sur la fiabilité globale de ces accusations, y compris celles contre Trump. Quoi qu'il en soit, dans son dernier courriel, Madame Ransom s'est rétractée de manière inattendue, déclarant qu'elle voulait se retirer de cette affaire. Aucun article basé sur ces allégations n'a jamais été publié. Madame Ransom a admis par la suite qu'elle avait menti lorsqu'elle a affirmé détenir des vidéos de personnes haut placées se livrant à des activités sexuelles. Elle affirme qu'elle craignait que Jeffrey et Ghislaine n'ordonnent son exécution lorsqu'elle a rendu ces accusations publiques. Elle a inventé la disponibilité de preuves vidéo pour qu'ils ne la poursuivent pas. Elle a révélé ses faits dans ses mémoires de 2021, Silence No More. Malgré son implication dans les procès contre Epstein, aucune preuve étayant les allégations de Ransom contre des personnalités publiques n'est apparue dans les dossiers judiciaires.
Sa déposition dans l'affaire Jeffrey Maxwell n'a pas apporté de telles preuves, et le procès qu'elle a intenté sous un pseudonyme contre Epstein et d'autres personnes a été réglé 1 an plus tard, laissant les archives publiques sans détails corroborants. D'après les documents, ni Clinton, ni Trump, ni Branson n'ont été accusés d'actes répréhensibles par Jeffrey ou toute autre personne que Ransom au cours du procès en diffamation intenté par Jeffrey contre Maxwell. En outre, il est mentionné que la déclaration de la victime, faite par Ransom devant le tribunal fédéral lors de la condamnation de Maxwell, ne mentionnait pas spécifiquement Trump, Epstein, ni personne d'autre que Maxwell et Epstein. Ces documents n'offrent qu'une vision trouble de l'étendue des liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Les aperçus offerts par les victimes présumées d'Epstein ne sont que fugaces. Dans une déposition faite en 2016 par Johanna Sjoberg, l'une des accusatrices d'Epstein, celle-ci affirme avoir voyagé en jet privé avec Epstein lorsqu'elle était sous son emprise. Au cours de ce vol, un détour imprévu vers Atlantic City est prévu, ce qui incite Epstein à demander joyeusement que Trump soit appelé pour qu'il puisse se rendre dans un casino. Bien que le casino en question échappe à la mémoire de Sjoberg, il pourrait s'agir de l'un des casinos de Trump à Atlantic City. Que savons-nous donc de la relation entre Donald Trump et Jeffrey Epstein ? Tout d'abord, Trump lui-même affirme connaître Epstein depuis 15 ans lorsqu'il a fait cette déclaration en 2002. Cela signifie que leur relation a commencé à la fin des années 1980. Et au moment de la mort d'Epstein en 2019, ils auraient été amis pendant plus de 30 ans. Trump et Epstein sont tous deux connus pour organiser des fêtes. Il n'est donc pas surprenant de voir, dans une vidéo prise en 1992, Trump et Epstein plaisanter et reluquer des femmes. Cette fête s'est déroulée au centre de villégiature Mar-a-Lago de Trump. Puis, il y a l'autre vidéo où ils ont été photographiés lors d'une autre fête à Mar-a-Lago. Trump était avec sa petite amie de l'époque, Melania Knauss, tandis qu'Epstein était avec Ghislaine Maxwell. D'autres photos des deux hommes datant des années 1990 ont également fait surface. Rien de tout cela n'indique que Trump faisait quelque chose de mal avec Epstein. Mais la déclaration qu'il a faite en 2002 à propos d'Epstein pourrait laisser penser que Trump connaissait, sinon les activités réelles d'Epstein, du moins sa réputation. Trump a en effet déclaré qu'Epstein aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plus jeunes. Ces mots semblent avoir une signification plus profonde que celle que nous pouvons leur prêter. D'autant plus qu'une femme utilisant les pseudonymes Katie Johnson et Jane Doe a fait surface en 2016. Jane Doe a déposé des documents juridiques accusant Trump de l'avoir agressée sexuellement en 1994, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Selon ses dires, cette agression aurait eu lieu lors d'une orgie organisée dans la résidence d'Epstein à Manhattan. Elle a également accusé Epstein de l'avoir agressée sexuellement. Ces allégations ont donné lieu à 3 actions en justice distinctes. Malheureusement, la première action en justice a été rejetée parce qu'elle ne présentait pas une demande légale adéquate, tandis que les 2 autres ont été volontairement retirées par l'accusatrice. Il est choquant de constater que la 3e plainte a été retirée quelques jours seulement avant les élections de 2016 et que l'accusatrice a annulé à la dernière minute une conférence de presse qu'elle avait prévue. Lisa Bloom, son avocate, a révélé que la femme avait reçu des menaces de mort et vivait dans une peur constante, ce qui la rendait trop terrifiée pour montrer son visage. En s'effondrant, ce procès étrange a laissé derrière lui une traînée de poudre. L'accusateur anonyme, protégé par le silence, a fait entendre des chuchotements corroborants provenant d'ombres invisibles. 2 personnages ont orchestré le drame. Al Taylor, une relique de la télé-réalité aux motivations floues, et Steve Baer, un croisé de Never Trump, lançant des accusations comme des ragots périmés. Également révélé par les documents sous scellés, une femme de ménage de Jeffrey Epstein a témoigné que l'ancien président Donald Trump n'a jamais reçu de massage de femme au domicile d'Epstein en Floride. Epstein, qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il était accusé de trafic sexuel d'enfants, était connu pour son obsession à recevoir plusieurs massages quotidiens de la part de jeunes femmes dans ses différentes résidences. Les transcriptions proviennent d'une déposition légale de la femme de ménage d'Epstein, Johanna Alessi. Alessi a confirmé que Trump se rendait occasionnellement au domicile d'Epstein, mais a déclaré que Trump n'y séjournait jamais. Toutefois, il s'y rendait parfois pour prendre ses repas. Alessi a précisé que Trump ne s'asseyait jamais à la table et qu'il mangeait avec lui dans la cuisine. Lorsqu'on lui a demandé si Trump s'était fait masser pendant qu'il était là, Alessi a répondu par la négative, soulignant que Trump avait son propre spa. Mais depuis plusieurs années, plus de 20 femmes se sont manifestées et ont accusé Trump d'avoir eu des comportements sexuels répréhensibles. Il est important de noter que ces femmes étaient adultes à l'époque et que leurs accusations n'étaient pas liées à Epstein. Néanmoins, ce qui donne du mordant à ces accusations, c'est qu'en mai 2023, un jury fédéral a tenu Trump civilement responsable d'abus sexuels.
Jean Carroll, avait accusé Donald Trump d'avoir commis ces abus au milieu des années 1990. Elle l'a également poursuivi pour l'avoir diffamé en niant son accusation de viol en 2022. En conséquence, il a été sommé d'indemniser Carroll pour un montant total de 83,3 millions de dollars de dommages et intérêts au titre de 2 jugements distincts. Trump est actuellement en train de contester la décision du tribunal. Donald Trump et l'affaire Jean Carroll. Détaillons les 2 batailles juridiques qui opposent Donald Trump à Jean Carroll. La première a eu lieu en 2019 et la seconde en 2022. En novembre 2019, Jean Carroll a intenté une action en diffamation contre Donald Trump, affirmant qu'il avait porté atteinte à sa réputation et lui avait causé une détresse émotionnelle. Carroll a accusé Trump de l'avoir violée il y a plusieurs décennies. Les avocats de Mme Carroll ont demandé à M. Trump de leur fournir un échantillon d'ADN à des fins d'analyse. En septembre 2020, le ministère de la Justice a fait valoir que la réponse de M. Trump à l'accusation de Mme Carroll avait été faite dans le cadre de ses fonctions officielles. Toutefois, un juge du tribunal de district des États-Unis ou le ministère de la Justice a rejeté cet argument, ce qui a conduit le ministère de la Justice à faire appel. Le juge du tribunal de district a estimé que les avocats du ministère de la Justice devaient défendre M. Trump en tant qu'employé fédéral. En janvier 2023, la Cour d'appel du district de Columbia a entendu les plaidoiries concernant l'affaire de diffamation de Donald Trump. Les avocats de M. Trump ont fait valoir que ces commentaires avaient été faits dans le cadre de son emploi, mais les juges ont remis en question l'applicabilité de la loi du district de Columbia. La juge Catherine Easterly a fait remarquer que les affaires de responsabilité de l'employeur font généralement l'objet d'un procès et d'un verdict du jury, tandis que le juge John Howard s'est interrogé sur la nécessité de poursuivre l'établissement des faits. Plus tard, en mars, le procès a été reporté pendant que la Cour d'appel délibérait. La Cour d'appel a provisoirement refusé de déterminer si M. Trump s'exprimait dans l'exercice de ses fonctions officielles, laissant à un juge des faits le soin de trancher. La Cour d'appel du 2e circuit a décidé de ne pas se prononcer sur le rôle présidentiel de M. Trump lorsqu'il a fait des commentaires publics sur M. Carroll. Au lieu de cela, elle a renvoyé la question au juge Kaplan du tribunal de district des États-Unis. Le ministère de la Justice a rapidement retiré sa position selon laquelle M. Trump agissait officiellement. En mars 2023, le juge Kaplan a décidé que la cassette d'Access Hollywood et les témoignages de Jessica Leeds et Natasha Stoynoff seraient admissibles au procès. Le message diffamatoire de Trump à l'encontre de Carroll en octobre 2022 a été considéré comme faisant partie des preuves. Trump a continué à dire que les affirmations de Carroll étaient un canular et un mensonge, niant toute implication avec elle. Donald Trump a été interrogé par Roberta Kaplan, l'avocate représentant Jean Carroll. Au cours de la déposition, Donald Trump a affirmé qu'il était généralement accompagné d'agents de sécurité, mais qu'il ne se souvenait pas qu'aucun d'entre eux travaillait pour lui au moment de l'incident présumé. Il a nié avoir contacté le grand magasin avant de faire ses déclarations en 2019 et a accusé Mme Carroll et son avocat d'être alignés sur Hillary Clinton, sans aucune preuve. En outre, M. Trump a menacé de poursuivre Mme Carroll et M. Kaplan après la déposition et a accusé Mme Carroll d'avoir tenté de saboter sa campagne présidentielle de 2024. Il a également fait des déclarations erronées sur l'interview de Mme Carroll sur CNN et sur sa propre agression présumée, dans le but de discréditer ses affirmations. En novembre 2022, Mme Carroll avait poursuivi M. Trump pour coups et blessures en vertu de la loi sur les survivants adultes, qui permet aux victimes d'agressions sexuelles d'engager des poursuites civiles au-delà des délais de prescription. Elle a également renouvelé sa plainte pour diffamation, citant les déclarations de Trump sur Truth Social. La seconde plainte alléguait que M. Trump avait agressé physiquement et sexuellement Mme Carroll, la rendant incapable de développer des relations sexuelles. Mme Carroll a demandé des dommages et intérêts pour les 2 chefs d'accusation et a demandé à M. Trump de revenir sur les déclarations qu'il a faites à son sujet sur Truth Social. Les avocats de M. Trump ont fait valoir que la loi new-yorkaise n'était pas valable en raison d'un conflit avec la Constitution de l'État. Les avocats de Trump ont demandé le rejet de la plainte pour diffamation, ce que le juge a refusé en fixant la date du procès à avril 2023. Le juge leur a demandé s'ils avaient des objections à ce que le jury soit anonyme, ce qu'il a fait par la suite. La rhétorique provocatrice de M. Trump à l'encontre de ses ennemis présumés, y compris des fonctionnaires, avant son inculpation pénale liée au versement de pots de vin à Stormy Daniels, a été citée comme motif. Le juge Kaplan a décidé que le jury serait anonyme, même pour les avocats, en mentionnant les menaces proférées par des partisans de M. Trump à l'encontre du juge chargé de superviser l'enquête criminelle sur l'organisation de M. Trump. M. Kaplan a confirmé la décision, rejetant la demande de l'équipe de M. Trump d'obtenir des informations sur le jury.
Trump et Carroll ont eu 10 jours pour déclarer leur présence au procès. L'avocat de la défense, Meta Kopina, a demandé un report du procès, invoquant la couverture médiatique du scandale Daniels. Mais M. Kaplan s'y est opposé. Les avocats de M. Trump ont demandé la réouverture de l'enquête sur la connaissance qu'avait Mme Carroll du fait que le cabinet de son avocat recevait des dons, ce que M. Kaplan a autorisé avec une portée limitée. Le juge a ensuite décidé de sceller les informations relatives aux contributions présumées. Le procès s'est ouvert le 25 avril avec un jury anonyme, transporté par les marshals d'États-Unis tout au long du procès. Le juge a donc conseillé aux deux parties d'éviter tout commentaire susceptible d'inciter à la violence lors des déclarations préliminaires. Madame Carroll a déclaré qu'elle ne savait pas si des employés étaient présents lors de l'incident, car le service se trouvait à un autre étage et qu'elle était concentrée sur l'escalator. Après être entrée dans la cabine d'essayage, Madame Carroll a affirmé que M. Trump l'avait plaquée contre le mur, lui faisant mal à l'arrière de la tête, et qu'il avait utilisé ses doigts sur elle avant de la pénétrer avec son pénis, lui causant des douleurs vaginales. Elle s'est débattue contre lui et a quitté le magasin ébranlée et incrédule. Elle s'est confiée à son amie Lisa Birnbach, qui lui a dit que ce n'était pas drôle et qu'elle devait le signaler à la police. Madame Carroll a déclaré qu'elle n'avait pas rendu l'affaire publique pendant la campagne de M. Trump, car elle pensait que cela l'aiderait dans les sondages. Elle a d'abord pensé que l'incident s'était produit en 1994 ou 1995, avant de réaliser que la visite de son amie à Mar-a-Lago en février 1996 n'aurait pas eu lieu si elle avait eu connaissance de l'agression présumée. Les avocats de Madame Carroll ont présenté un échange de courriels entre elle et un autre ami, indiquant l'intention d'accomplir leur devoir patriotique. Le juge a estimé que les preuves relatives au financement du procès par Reid Hoffman étaient irrecevables. Trump a mentionné le procès sur Truth Social, le qualifiant d'escroquerie. Madame Carroll a été contre-interrogée par M. Tacopina, qui lui a demandé pourquoi elle n'avait pas crié lors de l'incident. Elle a expliqué qu'elle était trop paniquée pour crier. Elle a également déclaré qu'elle éprouvait des regrets quotidiens, qu'elle se sentait menacée et qu'elle ne se souvenait pas de la signification spécifique d'une réponse à un courriel précédent. Madame Carroll a déclaré qu'elle avait omis l'incident dans son journal pour ne pas s'attarder sur cette expérience négative et que le mouvement #MeToo l'avait incité à se manifester. Lisa Birnbach a témoigné que Carroll l'avait appelée en 1996 et avait affirmé que Trump l'avait agressée. Madame Birnbach lui a proposé de l'emmener à la police, mais Madame Carroll a refusé et a demandé le secret. Madame Birnbach n'en a reparlé qu'en 2019, lorsque Madame Carroll a décidé de rendre l'affaire publique. Un autre témoin, Jessica Leeds, agent de change à la retraite, a déclaré que M. Trump l'avait tripoté dans un avion à la fin des années 1970. Madame Leeds a également déclaré que M. Trump avait tenté de l'embrasser et de la toucher de manière inappropriée, mais qu'elle avait réussi à se dégager. Madame Leeds se souvient que M. Trump l'a ensuite qualifié d'un terme désobligeant. Les avocats de Donald Trump ont demandé l'annulation du procès, alléguant un traitement inéquitable de la part du juge, mais la demande a été rejetée. Donald Trump lui-même n'a pas témoigné au cours du procès. Une vidéo de la déposition de M. Trump a été montrée au jury, dans laquelle il nie avoir fait des achats chez Bergdorf Goodman et affirme qu'il n'a pas lu les accusations de Mme Carroll. Un psychologue a déclaré que Mme Carroll avait été blessée par le viol présumé, mais qu'elle ne présentait aucun signe de trouble mental. La journaliste Natasha Stoynoff a déclaré que Donald Trump l'avait embrassée de force et lui avait fait des avances alors qu'elle se trouvait à Mar-a-Lago. Natasha Stoynoff n'a raconté l'incident qu'à quelques personnes, car elle craignait pour sa carrière. Le verdict, rendu le 9 mai 2023, déclare que Carroll n'a pas prouvé le viol, mais affirme qu'elle a été abusée sexuellement, lui accordant 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation. Trump a contesté le verdict, faisant appel le 11 mai et offrant plus tard 5,55 millions de dollars. Malgré sa tentative de réduire la somme accordée, le juge a confirmé la plainte pour viol et la demande reconventionnelle de Trump a été rejetée en août 2023. Le second procès en diffamation s'est poursuivi, Carroll demandant 10 millions de dollars de dommages et intérêts en citant les commentaires de Trump après le verdict. En mai et en juin, les avocats de Donald Trump ont tenté d'empêcher Jean Carroll de modifier son dossier, contestant l'utilisation interchangeable des termes viol et agression sexuelle. Le verdict du jury en mai, rejetant le viol mais affirmant l'abus sexuel, a alimenté ce différend. Le 13 juin, le juge Kaplan a autorisé Mme Carroll à modifier son procès. Le procès, prévu pour le 15 janvier 2024, à moins qu'il ne soit résolu plus tôt, s'est heurté à des difficultés. Le juge Kaplan a rejeté les allégations de persécution fondées sur la race et la religion. La défense d'immunité de Trump a été rejetée en raison de son introduction tardive. La décision rendue par M. Kaplan en septembre a reconnu M. Trump responsable de diffamation.
ce qui a ouvert la voie au procès de 2024, qui visera à déterminer les dommages et intérêts supplémentaires. Le 3 novembre, un jury anonyme a été annoncé, à la suite des commentaires de M. Trump sur le tribunal et l'affaire. L'équipe de M. Trump a cherché à présenter un nouvel expert en réfutation après que le tribunal a rejeté Robert Fisher à 2 reprises. M. Trump a critiqué la loi sur les survivants adultes sur Truth Social, la qualifiant d'inconstitutionnelle et invoquant une ingérence dans les élections. Le 21 décembre, l'équipe de M. Trump a demandé un délai de 90 jours pour le procès, invoquant la possibilité d'une intervention de la Cour suprême des États-Unis. La Cour d'appel du 2e circuit a rejeté cette demande le 28 décembre. Le procès s'est ouvert le 16 janvier 2024, en présence de Trump, le juge Kaplan, présidant un jury anonyme composé de 9 membres. L'activité Truth Social de Trump a été mentionnée dans les déclarations préliminaires. Le 17 janvier, Carroll a témoigné, notant les remarques perturbatrices de Trump. L'absence de M. Trump le 18 janvier a coïncidé avec la proposition d'un témoin de verser 12,1 millions de dollars pour réparer sa réputation. Trump a continué à publier de nombreux messages sur Truth Social à propos de Carroll. Le 25 janvier, l'avocat de Carroll a fait référence au témoignage de Trump lors du procès civil sur l'immobilier à New York, soulignant ses milliards et soutenant une demande de dommages-intérêts prudente de 10 millions de dollars ou plus. Le procès de Carroll s'est terminé ce jour-là. Trump a brièvement témoigné, réaffirmant sa position de 2022 et niant avoir donné des instructions sur le préjudice. Le jury a délibéré le 26 janvier, accordant à Carroll un total de 83,3 millions de dollars. Cette somme se décompose en 7,3 millions de dollars de dommages émotionnels, 11 millions de dollars de dommages liés à la réputation et 65 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Il s'agit d'une déclaration contre Trump et son comportement. Les autres allégations d'agression sexuelle de Donald Trump. Comme cela a déjà été mentionné précédemment, de nombreuses femmes ont accusé Trump d'agression sexuelle au fil des ans. Les récits de ces agressions s'étalent sur plus de 30 ans et coïncident avec sa relation avec Jeffrey Epstein. Sa défaite dans la seconde affaire Jean Carroll, qu'il a reconnu responsable d'agression sexuelle, ne fait que mettre en lumière toutes ses accusatrices précédentes. De plus, alors qu'il est à nouveau candidat à la présidence, ces allégations refont surface. Les allégations vont du viol au baiser non consensuel ou au pelotage. Prenons l'exemple d'Amy Doris, un ancien mannequin qui a accusé Trump de l'avoir agressé sexuellement lors du tournoi de tennis US Open en 1997. Madame Doris affirme que M. Trump lui a enfoncé sa langue dans la gorge, l'a agressé sur tout le corps et l'a maintenue dans une étreinte dont elle n'a pas pu s'échapper. Elle a déclaré s'être sentie violée et malade à la suite de l'incident présumé. Madame Doris a fourni des preuves à l'appui de son récit, notamment son billet d'entrée à l'événement et 6 photos d'elle en compagnie de M. Trump au cours de cette période. Le récit de Doris a été étayé par plusieurs personnes à qui elle s'est confiée au sujet de l'incident, notamment une amie à New York, sa mère, un thérapeute et d'autres amis avec lesquels elle s'est entretenue au fil des ans. Ces personnes ont affirmé que Doris avait partagé des détails de l'incident qui correspondaient à son récit ultérieur. Au moment de l'incident présumé, M. Trump avait 51 ans et était marié à sa seconde épouse, Marla Maples. Madame Doris, qui réside actuellement en Floride, a pris la parole pour faire la lumière sur son expérience avec M. Trump et attirer l'attention sur les allégations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. En ce qui concerne le tournoi de l'US Open, une autre femme a accusé Trump de contacts sexuels inappropriés à peu près à l'époque de l'édition 1998 du tournoi. Karena Virginia affirme que M. Trump lui a tripoté les seins et lui a fait des commentaires sexuels lors d'une rencontre fortuite à l'extérieur du tournoi de tennis de l'US Open de 1998. Virginia, qui avait 27 ans à l'époque, affirme qu'elle n'avait jamais rencontré Trump avant cet incident. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse, accompagnée de Gloria Allred, célèbre avocate spécialisée dans la défense des droits des femmes. Selon Virginia, M. Trump s'est approché d'elle avec un groupe d'hommes et a fait des remarques désobligeantes sur ses jambes. Il lui a ensuite tendu le bras et l'a saisie avant de toucher le côté de son sein. Virginia a été choquée et s'est sentie impuissante face à cette intimidation. Même après être entrée dans sa voiture et avoir fermé la porte, son choc s'est transformé en un sentiment de honte. Virginia, instructrice de yoga et coach de vie de la région des Trois États, s'est exprimée dans une salle de conférence près de la Trump Tower, quelques jours seulement après que Mme Allred a tenu une conférence de presse avec une autre accusatrice. Mme Allred a insisté sur le fait que les allégations de Virginia indiquent un modèle, montrant comment M. Trump choisit arbitrairement ses victimes. Poursuivant la tendance à tripoter des femmes au hasard, Mindy McGillivray, âgée de 36 ans, a affirmé que Trump l'avait tripoté dans son centre de villégiature de Mar-a-Lago en 2005.
Madame McGillivray n'a jamais signalé l'incident aux autorités, mais son compagnon, le photographe Ken Davidoff, s'est souvenu que Madame McGillivray lui avait dit que M. Trump lui avait attrapé les fesses. L'incident présumé de McGillivray s'est produit après qu'elle et Davidoff aient pris des photos à Mar-a-Lago lors d'un concert de Ray Charles. McGillivray et Davidoff se trouvaient dans un pavillon derrière la maison principale lorsque McGillivray a senti un coup de poing, pensant qu'il s'agissait du sac de l'appareil photo de Davidoff. Cependant, lorsqu'elle s'est retournée, elle s'est aperçue qu'il s'agissait de Trump. Madame McGillivray a choisi de ne pas attirer l'attention sur l'incident à ce moment-là. Elle a déclaré qu'elle avait déjà rencontré M. Trump de manière flirteuse à Mar-a-Lago en 2001. Après avoir entendu M. Trump nier les allégations lors du débat présidentiel, Madame McGillivray a été motivée pour partager son histoire. Il semblerait que le pelotage n'ait pas été la seule méthode de contact sexuel inapproprié utilisée par Donald Trump. Rachel Crooks, ancienne réceptionniste du groupe Bayrock dans la Trump Tower, a raconté qu'elle avait été physiquement agressée par Donald Trump. En 2005, Rachel Crooks a croisé Donald Trump à la sortie d'un ascenseur de l'immeuble et s'est présentée parce que son entreprise faisait des affaires avec lui. Trump a commencé à embrasser ses joues, puis l'a embrassé directement sur la bouche. Madame Crooks a décrit cet acte comme une violation et a estimé qu'il était inapproprié et dégradant. Elle a également déclaré qu'elle avait immédiatement appelé sa sœur pour lui raconter ce qui s'était passé. M. Trump a défendu ses commentaires sur les femmes en insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement de discussions de vestiaire et qu'aucune de ses paroles ne s'était transformée en acte. Mais avec l'arrivée de Mme Crooks, qui a raconté qu'elle avait été agressée par M. Trump, il semble que ce soit le contraire. Bien que Mme Crooks n'ait jamais signalé ces récits aux autorités, elle les a partagés avec ses amis et sa famille. Mme Crooks a choisi de raconter son histoire pour mettre en lumière le comportement de M. Trump et faire prendre conscience aux gens que ses actes ne se limitent pas à des mots grossiers. Après l'incident de 2005, Mme Crooks a continué à travailler chez Bayrock, mais s'est efforcée d'éviter M. Trump dans la mesure du possible. Elle a décliné une invitation à la fête de Noël de la Trump Organization pour éviter d'autres rencontres avec lui. Travaillant aujourd'hui dans une université de l'Ohio, Mme Crooks s'est sentie obligée de raconter son histoire après avoir réalisé qu'elle n'était pas la seule à avoir subi des violences physiques de la part de M. Trump. Elle estime que les gens doivent savoir que ce comportement est réel et répandu. M. Trump a nié avec véhémence toutes les allégations et a menacé de poursuivre le New York Times pour avoir publié les récits de ces femmes. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que les commentaires enregistrés en 2005 et les récits ultérieurs des femmes sont la preuve des actes inappropriés de M. Trump. Il semble que le comportement de M. Trump ait été si répandu qu'il était même prêt à le faire chez lui, en présence de sa femme. La journaliste canadienne Natasha Stoynoff affirme qu'en décembre 2005, alors qu'elle réalisait une interview avec Donald Trump et Melania dans leur propriété de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump l'a poussée contre un mur et l'a embrassée de force. Madame Stoynoff a déclaré que le majordome de M. Trump est entré dans la pièce quelques instants plus tard, ce qui lui a permis de s'échapper. Malgré l'incident, Madame Stoynoff a poursuivi l'interview. M. Trump a nié ces allégations dans un tweet, demandant pourquoi Madame Stoynoff ne l'avait pas mentionné dans son article paru dans le magazine People en 2005. Madame Stoynoff a expliqué qu'elle avait refoulé l'incident en raison d'émotions contradictoires et d'un sentiment d'embarras, mais qu'elle avait été incitée à se manifester après avoir entendu M. Trump nier avoir agressé des femmes lors d'un débat présidentiel. En réponse aux affirmations de Mme Stoynoff, l'avocat de Melania Trump a exigé des excuses de la part du magazine People, déclarant que Melania n'avait pas rencontré Mme Stoynoff sur la 5e avenue à la suite de la publication de l'article. Cependant, Lisa Hertz s'est manifestée pour corroborer le récit de la rencontre de Melania Stoynoff. Le magazine People a également présenté 6 témoins qui ont confirmé que Mme Stoynoff leur avait raconté l'incident au moment où il s'est produit. M. Trump a toutefois rejeté ces commentaires en les qualifiant de discussions de vestiaire. M. Trump a déjà évoqué son habitude d'envahir les loges des reines de beauté, qu'il qualifie davantage de la propriété. Il a déclaré dans un enregistrement de 2005 qu'il se rendait dans les coulisses avant un spectacle et qu'en tant que propriétaire, il était autorisé à entrer et à inspecter les choses. La fille de M. Trump, Ivanka, était co-animatrice du concours de 1997, ce qui soulève la question de savoir si elle a été témoin du comportement de son père, voire si elle l'a toléré. Avec toutes les allégations d'inconvenance sexuelle à l'encontre de Trump, il pourrait bien y avoir une part de vérité dans toute cette histoire. Que pensez-vous de Trump et des nombreuses allégations qui pèsent sur lui? Dites-le nous dans les commentaires. Pour d'autres vidéos divertissantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran.